Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à ce 18e webinaire de la JE pour ce premier trimestre. Nous allons parler maintenant des réseaux de chaleur et de froid, mais surtout des réseaux de chaleur qui sont un moyen bien pratique et bien efficace à la fois de chauffer au plus bas prix possible les Français et surtout en décarbonant massivement la production de chaleur. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre de Monlivaud, qui est le président de la FEDEN. La FEDEN, c'est l'association des professionnels des réseaux de chaud et de froid. Et Guillaume Planchot, qui est le président de VIACEVA, qui est une autre association professionnelle qui promeut également les réseaux. Ce sera une présentation à deux voix. Initialement, il était prévu qu'Aurélie Le Hérissi se joigne à nous, mais elle est retenue pour des motifs professionnels, je suppose. Pierre de Monlivaud, pouvez-vous nous présenter succinctement la FEDEN et puis vous enchaînerez pour nous présenter un petit peu les enjeux des réseaux de chaleur. Bonjour à toutes et tous. La FEDEN, en quelques mots, alors ça n'est pas que la Fédération des réseaux de chaleur et de froid. On a un objet social plus large, puisque grosso modo, c'est les économies d'énergie dans les bâtiments et chez les industriels, et puis la chaleur et le froid renouvelables. Donc notre fédération est constituée de différents syndicats, mais qui tous tournent autour de ces activités. Et donc c'est le core business des 500 entreprises adhérentes de la FEDEN qui pèsent 60 000 salariés. Et je le précise tout de suite, qui sont constituées d'entreprises de toute taille. On va de l'entreprise quasiment unipersonnelle, les petites entreprises qui font la maintenance historiquement des chaudières gaz, enfin des équipements individuels, demain des pompes à chaleur, jusqu'à des grands groupes qui ont la capacité à investir dans des infrastructures comme les réseaux de chaleur ou de froid. Donc on est une fédération, je dirais jusque-là, assez discrète, moins visible que le syndicat des énergies renouvelables, par exemple. Mais comme on va se le redire, l'actualité fait que et les économies d'énergie et la chaleur et le froid renouvelables, je dirais, viennent enfin sur le devant de la scène. Donc on peut peut-être enchaîner avec la slide suivante. Et là, c'est à Guillaume de se présenter. Merci Valérie de votre invitation et bonjour et bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis Guillaume Planchot, je suis donc le président de l'association VIACEVA, donc qui n'est pas un syndicat professionnel, mais qui est une association qui va orienter ses messages vers le grand public et qui va rassembler bien sûr des entreprises et la FEDEN comme adhérents, mais aussi des collectivités locales représentées par Amorce et des équipementiers, d'autres entreprises ou acteurs de la chaîne de valeur des réseaux de chaleur. Et donc, nous, notre mission, elle est écrite en 5 étapes. C'est donc, comme je le dis, améliorer la connaissance du grand public. On sait que ces systèmes de chauffage vertueux collectifs sont peu connus du grand public en France, en tous les cas. On veut faciliter l'information, l'échange aussi entre les acteurs de la filière, inciter à améliorer les performances économiques et environnementales et puis accompagner la promotion, le développement, la modernisation de ces systèmes et surtout la meilleure perception de leur image pour que les usagers soient fiers et heureux d'être raccordés à un réseau de chaleur et de comprendre que ces outils les protègent face à certains chocs extérieurs et notamment la précarité énergétique. Donc, si on revient à ce contexte particulier, le contexte général qui a particulièrement modifié depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, j'y reviendrai, rend encore plus urgent le diagnostic que nous avons fait à l'occasion de la campagne présidentielle. Au sein de la FLN, nous avons fait un exercice assez mathématique consistant à regarder compte tenu des objectifs en matière d'économie d'énergie et de chaleur renouvelable, à quel rythme on devait dorénavant travailler pour être au rendez-vous à horizon 2030. 2030, pas très loin de la fin du quinquennat, donc évidemment, ça se traduisait par des messages assez forts auprès des candidats. Alors, curieusement, le calcul aboutit au même chiffre.
que ce soit pour les économies d'énergie ou pour la chaleur renouvelable et de récupération. Pour être au rendez-vous des objectifs CO2 de la France, il faut aller 3 fois plus vite que ce qu'on a fait au cours de la décennie passée. On a commencé à faire des belles choses, mais on n'est juste maintenant pas dans le rythme. Donc il faut aller 3 fois plus vite sur les économies d'énergie au sens large, tout secteur confondu. Et ceci étant, une fois qu'on fait des économies d'énergie, il reste toujours une demande résiduelle, notamment de chaleur. Et pour celle-là, pour la décarboner, il s'agit de tripler le rythme de développement de la chaleur renouvelable et de récupération. Pour vous remettre ça dans un contexte général, je rappelle juste quelque chose qui est maintenant, je crois, mieux connu, mais la chaleur, c'est quasiment la moitié de la consommation d'énergie du pays. La moitié. Les gens pensent toujours électricité, transport, mais la chaleur, c'est près de la moitié de nos consommations d'énergie. Et aujourd'hui, elle est carbonée à 75%. Il y a donc un enjeu majeur à aller verdir cette source de production. Alors la bonne nouvelle du côté du front de l'emploi, c'est que si on arrive à tenir ce rythme de triplement à horizon 2030, on a la capacité de doubler, c'est énorme, hein, de doubler le nombre d'emplois de l'ensemble de nos entreprises. Donc ça veut dire la création de 60 000 emplois supplémentaires. Alors, slide suivante. Voilà, vous nous avez repéré. Donc, on peut enchaîner. Il y a Guilain qui est apparu, qui peut nous dire bonjour. Il est arrivé. Bon. Il est arrivé. Bon, mais il a recoupé la caméra. Très bien. Merci, merci Guilain, qui va gérer vos questions. Donc, c'est un homme essentiel dans notre échange d'aujourd'hui. Évidemment, qu'est-ce qui change depuis quelques mois? Je vais commencer par la droite. Il y a très forte augmentation du prix des énergies, que ce soit l'électricité ou le gaz. Ça a démarré dès septembre avec une augmentation extrêmement rapide, à l'époque liée à la reprise économique. Ceci est venu s'ajouter la crise géopolitique depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a encore accéléré cette hausse des prix. Donc tout ça est complètement combiné, je dirais. Et ça vient se rajouter à quelque chose, là pour le coup, qui n'a rien de conjoncturel, qui est évident, je l'espère maintenant pour de plus en plus de gens, peut-être pas de députés, mais en tout cas de la population, qui est que la crise climatique, on n'y coupe pas et il faut absolument accélérer notre action de décarbonation. Donc, ces 3 éléments, crise géopolitique, crise climatique, crise du pouvoir d'achat, ces 3 mauvaises planètes qui sont alignées, bon, au moins, on va le dire comme ça a eu le mérite de jouer un rôle d'électrochoc auprès des pouvoirs publics français et européens qui se sont mis à regarder avec beaucoup plus d'acuité que précédemment comment on pouvait sortir des énergies fossiles le plus vite possible. Alors, la bonne nouvelle, si on regarde la chaleur, c'est que même si on a donc des objectifs ambitieux, grosso modo, entre 2020 et 2030, aller 3 fois plus vite, excusez-moi, je vais faire quelques chiffres, mais c'est pour quasiment doubler la chaleur renouvelable dans notre pays. Là, je parle tout type de chaleur renouvelable, hein, que ce soit le chauffage individuel avec des granulés de bois, par exemple, ou les chauffages collectifs, qui sont l'objet principal de cet échange des réseaux de chaleur. Mais donc, il y a un objectif de doublement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a analysé l'ensemble des sources de chaleur renouvelable présentes sur le pays, le potentiel qu'on a avec la géothermie, avec la récupération de chaleur fatale chez des industriels, avec la valorisation de l'énergie des déchets, avec le solaire thermique, avec la biomasse. Tout ça, on a les potentiels à activer pour permettre ce doublement des volumes de chaleur renouvelable à horizon 2030. Et donc, slide suivante. Alors concrètement, ça veut dire quoi sur nos réseaux de chaleur, nos objectifs quantitatifs qui sont
déjà quasiment inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie française. Elle sera mise à jour, vous le savez, l'année prochaine. Mais grosso modo, nous, on n'a pas spécialement de proposition pour la modifier. Il nous semble que l'ambition est déjà bonne, elle est forte, mais elle est réaliste. Et ça consiste à faire x2 dans les volumes véhiculés par les réseaux de chaleur. Euh, on a également fait un exercice récent au sein de la profession et avec les collectivités locales, l'association Amorce que mentionnait Guillaume tout à l'heure. On s'est projeté en 2050 en regardant, compte tenu des économies d'énergie qui vont être faites, compte tenu de tout ce qu'il y a à décarboner, quel rôle pouvaient jouer les réseaux de chaleur. Et là, on arrive à grosso modo un quintuplement. Donc, première étape 2030, on fait x2. Deuxième étape 2050, on fait x5 pour arriver à des réseaux de chaleur qui, bien évidemment, à cette échéance-là, seront net zéro, carbone neutral, zéro CO2. Donc, des x2, des x5, vous allez me dire, mais est-ce que c'est bien réaliste, ces objectifs? Je vous réponds très tranquillement. À l'instant où je vous parle, je suis en fait présent à Bruxelles au Congrès européen des réseaux de chaleur. Et en fait, on est des petits poussets. Aujourd'hui, les réseaux de chaleur français, c'est 5% de la chaleur consommée dans notre pays. 5% de la chaleur consommée dans notre pays. La moyenne européenne est déjà en train de tangenter les 25%. Donc faire x5 à horizon 2050, c'est rejoindre la moyenne européenne. Il n'y a donc aucune raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, n'hésitez pas à me reposer des questions sur les chiffres, je vous en ai un peu abreuvé. Mais une fois que j'ai dit ça, je passe la parole à Guillaume pour nous dire au fait, c'est quoi concrètement un réseau de chaleur? Merci Pierre. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses aussi au niveau européen. Et c'est vrai que les textes de loi Fit for 55 et Repower UE laissent une belle place au réseau de chaleur. Et donc la France aussi doit jouer son rôle et sa partition. Bon, un réseau de chaleur, en quelques mots, j'espère que vous connaissez tous par cœur, mais c'est une installation centralisée de production de chaleur qui va savoir mutualiser et valoriser les ressources disponibles localement, mais aussi historiquement des ressources fossiles. Donc essentiellement aujourd'hui renouvelables, puisque 60% du mix énergétique des réseaux de chaleur est d'origine renouvelable, avec en grande majorité de la récupération de chaleur qui nous vient notamment des unités de valorisation énergétique des déchets. Donc nos poubelles sont brûlées, ce qui permet de produire de la chaleur et de l'électricité. Vient ensuite le bois énergie, qui est historiquement alimenté dans des circuits courts, puisque souvent l'ADEME, qui est notre moyen de subventionner aussi ces installations depuis la création du Fonds Chaleur il y a plus de 10 ans, nous impose des circuits courts, donc des rayons de 80 à 100 km autour des centrales. Et ensuite, la géothermie, souvent géothermie profonde, donc on a la chance d'être en Île-de-France, un des leaders mondiaux de la géothermie profonde, puisque nous avons une ressource qui s'appelle le Dogger, à 1800 mètres sous nos pieds, qui nous donne une eau chaude entre 55 et 68 degrés selon les zones géographiques, et donc alimente des dizaines de milliers de logements. Et ces énergies renouvelables, elles sont complétées par de la pointe et du secours, souvent avec des énergies fossiles et encore donc du gaz. Ce qu'il est important de dire, c'est que grâce à ces mutualisations de la production, ces réseaux ont été capables de passer d'un taux d'énergie renouvelable de 25% en 2008 à plus de 60% en 2022. Ça veut dire qu'on a connu une mutation du mix énergétique très rapide,
finalement beaucoup plus rapide que pour les autres vecteurs énergétiques. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on pense que ce système a un grand intérêt parce qu'il est transformable, mutable. C'est plus simple de modifier une grande installation qui alimente des milliers de logements que des milliers d'installations individuelles. Voilà, ces centrales d'énergie distribuent de la chaleur sous forme d'eau chaude ou de vapeur ou d'eau plus tempérée via des canalisations qui sont installées sous les routes et qui alimentent un ensemble d'immeubles que compose la ville et qui peut couvrir donc tous les usages. C'est pour ça que sur ce petit schéma, vous retrouvez les grands abonnés historiques qui sont avant tout le logement social, les bâtiments et les équipements publics, mais aussi les bureaux, les centres commerciaux et tous les ERP qui peuvent accueillir du public, les écoles, les piscines, etc. Voilà. Et dans le bâtiment, finalement, c'est une installation très simple puisque à la place de la chaufferie classique, vous supprimez toutes les chaudières et vous avez un poste de livraison qui est composé en fait d'un échangeur thermique qui va faire échanger l'énergie entre le réseau primaire qui passe sous la rue avec le réseau secondaire du bâtiment et donc alimenter les radiateurs ou les planchers chauffants assez classiques et traditionnels. Ça veut dire que ces réseaux de chaleur, dès lors qu'ils existent ou qu'ils se créent, ils viennent remplacer des chaufferies, ils viennent remplacer des énergies fossiles. Alors, je poursuis Pierre peut-être, ou tu veux... Allez, ton micro est coupé Pierre, alors... Oui, pardon. Bah, écoute, vas-y, enchaîne, je te sens bien parti. Bon, comme je vous l'expliquais, donc aujourd'hui, c'est 60,3% d'énergie renouvelable et de récupération qui alimentent ces réseaux. Donc, il reste 35% de gaz qui sont souvent utilisés que lors des pointes hivernales. C'est sur ces 35% que la profession va continuer d'agir sur le parc existant. Et puis, on a un autre travail d'action qui est de créer des nouveaux et de développer plus de réseaux de chaleur pour augmenter finalement le rôle et la part de ces réseaux de chaleur dans la distribution de chauffage et de confort d'hiver. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un contenu carbone moyen qui est de l'ordre de 100 grammes par kilowattheure. Donc, c'est un des vecteurs énergétiques les plus performants en termes de contenu carbone. Bon, historiquement, il était le plus performant. Bon, depuis 2 ans maintenant, l'électricité a changé un peu sa règle de calcul. Donc, l'électricité est passée à 79 grammes de CO2, mais ce 100 grammes baisse d'année en année et atteindra bientôt les mêmes horizons que l'électricité, voire moins, puisque notre objectif est à 50 grammes. Voilà, il y a 44 000 bâtiments qui sont raccordés aujourd'hui via à peu près 6 200 km de réseau. Et donc, c'est 25 TWh par an qui sont livrés via les réseaux de chaleur, à 60% renouvelables dans ces 25 TWh. Alors si là, on parle... vas-y, oui. Très bien. Je saisis ton relais. Merci Guillaume. Si on passe maintenant aux outils de développement de ces réseaux de chaleur, vous avez vu qu'on en a besoin puisque l'ambition est très forte, aller 3 fois plus vite. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Je voudrais dire d'abord qu'on a eu de bonnes nouvelles récentes. Je dirais la boîte à outils c'est rempli et il faut le saluer. Il y a vraiment encore une fois une prise de conscience que les réseaux de chaleur sont une solution efficace pour décarboner. La première, je dirais, bonne nouvelle, c'est l'augmentation du fonds chaleur qui a été annoncé dans le cadre du plan de résilience. Le fonds chaleur, par rapport au budget de l'État, c'est modeste. Ça a été porté à un demi-milliard. 500 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup moins que ce qui est consacré aux énergies renouvelables électriques. Pour autant, c'est un outil puissant de décarbonation puisque quand on ramène les aides publiques à la tonne de CO2, on arrive à éliminer grâce à la mise en œuvre des opérations. C'est le fonds chaleur qui est de loin le système le plus efficace. Donc, grosso modo, c'est ce qui coûte le moins cher à l'État pour enlever des tonnes de CO2 du pays. C'est pas nous qui le nous disons, c'est la Cour des comptes. Donc, c'est a priori sérieux. Donc, le fonds chaleur, je dirais une première marche significative d'augmentation, puisqu'on est grosso modo passé de 300 à 500 millions d'euros. Pour autant,
Pour tripler le rythme, il est évident qu'on ne va pas pouvoir le faire en restant à ce niveau d'un demi-milliard. Donc, toutes les analyses qu'on a faites, c'est très mathématique, et on a besoin de 20 milliards d'euros d'investissement. Ce sont des infrastructures, comme l'a dit Guillaume, il y a une chaufferie, il y a ensuite un réseau de distribution. Ça, c'est une infrastructure à construire. Et donc, ça nécessite de porter le fonds chaleur à 1 milliard d'euros sur la durée. Il faudrait le plus vite possible au cours de ce quinquennat. Néanmoins, encore une fois, sachons reconnaître les efforts, une première belle marche de franchie sur 2022. À ça se rajoutent d'autres choses. D'abord, un décret dit décret de classement des réseaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut paraître un terme un peu technocratique, mais c'est tout simplement le fait de dire que quand on a un réseau vertueux, donc un réseau qui est à plus de 50% vert, s'il y a des bâtiments neufs qui se construisent, donc le bâtiment neuf doit choisir comment il va s'alimenter, quand il est dans la zone desservie par le réseau, il n'y a pas à réfléchir, il y a une infrastructure vertueuse qui est là. Donc il y a un raccordement obligatoire de ces bâtiments neufs à ces réseaux. Donc le texte est paru il y a peu et va commencer à produire ses effets en début d'année prochaine. Alors, je dirais ça, c'est un saut philosophique pour notre secteur, puisque jusque-là, on était uniquement dans une démarche de projet porté par les maires, puisque pour l'essentiel, les réseaux de chaleur sont créés grâce à des délégations de services publics, un peu comme les réseaux d'eau potable ou les réseaux d'assainissement. Donc, c'est les collectivités qui étaient dans une démarche de projet à proposer aux bâtiments de se raccorder au réseau de chaleur qu'elles créaient. Bon, maintenant, il y a une petite touche d'obligation. Je crois que c'est un peu significatif de ce qu'il va falloir faire pour accélérer la transition énergétique au sens large, c'est commencer à mettre un peu plus d'obligations. Donc c'est bien ce décret classement. Autre sujet qui a bien progressé, c'est la possibilité de faire justement sur ces contrats de délégation de services publics, qui sont des contrats longs, le temps d'amortir les investissements, donc qui peuvent durer de l'ordre de 20 ans. Quand le réseau de chaleur n'est pas encore suffisamment vert, pouvoir faire des avenants à ces contrats qui permettent d'engager des investissements supplémentaires non prévus au départ. Grosso modo, rajouter un forage géothermique, rajouter une chaudière biomasse pour augmenter, accélérer le verdissement du réseau. Voilà, donc déjà, ces trois éléments, fond chaleur, décret classement, et puis possibilité d'avenant. Alors, si on passe à la slide suivante, il y a un nouveau sujet, alors là, encore plus court terme, puisque jusque-là, je vous ai parlé d'objectifs à horizon 2030. Le court terme, c'est l'hiver prochain. Il est clair que l'hiver prochain, qu'est-ce qui va se passer? On manquera très probablement d'électricité. On manquera peut-être aussi de gaz, selon le durcissement de la position des Russes, selon le fait, grosso modo, qui ferment le tuyau ou pas. Il est donc fondamental d'activer tout ce qui permet d'économiser tout de suite, très vite, du gaz. Donc, c'est pour cela que nous avons fait une proposition au ministère de la Transition énergétique qui a saisi la balle au bon. Et donc, on est assez confiant sur le fait que les textes réglementaires nécessaires sortent et qu'ils soient effectifs au 1er septembre. Pourquoi faire? C'est pour faire un truc un peu de bon sens, non pas sur les bâtiments neufs, mais des bâtiments existants. Vous avez un réseau de chaleur qui est déployé dans une ville, qui est verdi, qui est vertueux. Comme je l'ai dit, jusque-là, on était uniquement dans la démarche projet, donc totale liberté pour les bâtiments existants de se raccorder ou pas. On reste dans cet état d'esprit, mais on donne un coup de pouce au coût de raccordement. Le coût de raccordement, selon la taille, ça peut être de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros. Le raccordement, c'est tirer le petit tuyau qui va partir du gros tuyau de transport d'eau chaude à travers la ville et qui va arriver jusqu'au pied du bâtiment. Donc, la démarche de ce coup de pouce qui passe par les certificats, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est de grosso modo diviser par 5
le coût de ce raccordement pour que les habitants de ces logements ou les utilisateurs de ces bureaux n'aient aucune hésitation sur le fait qu'il y aura un retour sur investissement quasi immédiat à se raccorder au réseau de chaleur. Je dirais les prix très élevés du gaz font qu'ils sont déjà incités et à chercher des solutions alternatives. Mais là, le frein de devoir investir va quasiment disparaître avec ce coup de pouce des certificats d'économie d'énergie. Voilà pour dresser à peu près le panorama. Vous l'avez bien compris, la boîte à outils se renforce. En revanche, le fonds chaleur, on n'est pas encore au niveau, donc il faut impérativement passer le plus vite possible de 500 millions d'euros par an à 1 milliard. Mais ça, Guillaume, ça va nous permettre de faire de bien belles choses. Merci Pierre. On va passer un tout petit instant sur la slide précédente si c'est possible. Voilà, comme l'a dit Pierre, les instruments, la boîte à outils se renforcent pour que les bâtiments qui existent à proximité de déjà plus de 800 réseaux, presque 900 réseaux qui existent sur le territoire, puissent tout de suite se raccorder le plus rapidement possible pour alimenter cette trajectoire qu'on a confirmé et transmis lors de nos travaux en atelier pour la PPE 3 qui sera votée donc en 2023, qui dit que, alors excusez-moi, je vais avoir une cloche, non, ça va pas durer longtemps, qui dit qu'il va falloir atteindre donc 39,5 TWh de chaleur ENR et R en 2030, ça c'est déjà l'objectif de la loi, et encore plus pour 2033, l'objectif de la PPE pour atteindre quasiment un peu moins de 50 TWh. Et donc ça va se faire par deux moyens, plus de livraison de chaleur, donc plus de bâtiments qui se raccordent. Évidemment, il y a des bâtiments qui consomment de moins en moins, donc il faut raccorder de plus en plus de bâtiments pour que les volumes de vente, qui sont les barres en grise, rencontrent donc cet objectif. Et puis, il va falloir faire plus d'énergie renouvelable dans chaque réseau. Et c'est là où vous voyez la courbe en vert plus foncé, avec des pourcentages qui correspondent au taux d'énergie renouvelable du mix énergétique global national, donc 60,4% en 2020 pour atteindre 77% en 2033. Donc, plus de bâtiments raccordés, plus d'énergie renouvelable. Voilà le plan de route pour atteindre 2030 puis 2050, les objectifs que Pierre de Montlivaud vous a bien exposés tout à l'heure dans son propos liminaire. Alors, ce que nous avons fait avec l'association IACEVA, c'est que nous avons, et là on peut passer à la slide suivante, nous avons essayé une fois que les objectifs moyen-long terme étaient bien fixés, de dresser un chemin et donc de tracer les passages, les portes à passer pour atteindre notre objectif 2030 et surtout d'illustrer quelle va être la typologie de réseau de chaleur qu'il va falloir soit étendre et densifier, soit créer pour montrer notamment au gouvernement, mais aussi sensibiliser l'ADEME et les collectivités locales que pour atteindre ces objectifs, on change un petit peu de paradigme, on change un petit peu de recette et on doit faire passer le message que les réseaux de chaleur, ça n'est pas qu'un système pour les grandes aires urbaines traditionnelles qu'on connaît, où il y a la grande densité d'habitation, ou pour les grandes ZUP. Ça, c'était, on va dire, la saison 1 des réseaux de chaleur jusqu'ici. Et maintenant, on va passer à un autre mode de terrain ciblé, et ça va aller vers des villes beaucoup plus petites, des centres-villes, des petits bourgs, voire des villages. Et donc, on a utilisé finalement le big data pour faire par mimétisme, trouver où étaient les territoires qui avaient les mêmes caractéristiques de densité énergétique, de potentiel, pour se voir se développer un réseau de chaleur. Et donc, les résultats de notre schéma directeur national 2030 que nous avons fait en collaboration avec un bureau d'études qui s'appelle Manergie, et le SNCU, qui est le syndicat national du chauffage urbain, qui est donc le syndicat spécialisé au sein de la FEDEN sur ces questions de réseau de chaleur et de froid, démontre quoi? Démontre qu'il y a 261 projets, qu'il faut encore largement
étendre, densifier, verdir. Et sur ce potentiel des 261 projets sur les 798 qui existent, il y a 13 TWh de livraison de chaleur à aller chercher, dont 9 en renouvelable. Et ça va essentiellement là adresser les villes classiques, donc 118 projets pour des villes de plus de 30 000 habitants. C'est la colonne que vous voyez en bleu. Une fois qu'on a fait ça, on est passé donc de 17,5 à 9, plus 9,1 TWh ENR. On n'a pas atteint l'objectif de 39,5 TWh ENR en 2030. Et donc, il faut créer, et c'est le bloc du bas sur le tableau, des nouveaux réseaux. Et c'est là où c'est assez intéressant et on a réalisé, enfin voilà, le big data et l'intelligence, on va dire, embarquée dans le logiciel, nous a sorti le profil type de projet que nous aurons à faire. Et il y a donc 1337 projets à réaliser pour générer 13 TWh de chaleur ENR et R supplémentaires. Ce qui veut dire que ça fait des objets moyens qui sont des objets qui vont livrer environ 10 gigawattheures par an. Et donc, ça adresse soit des grands ensembles immobiliers isolés, soit des petites villes. Et donc, on voit la distribution entre les villes entre 30 000 et 1500 habitants. Et on voit que finalement, dans la taille des villes de 3 500 habitants, il y a 585 projets à réaliser. Donc, ce schéma directeur, il est intéressant parce qu'en fait, on change un peu la recette et on s'aperçoit qu'il faut vraiment aller déployer ces systèmes-là et sortir des idées reçues qu'un réseau de chaleur, c'est fait que pour les grandes villes. C'est faux. Et d'ailleurs, en Europe, on voit bien que dans les pays qui sont les plus avancés, ce que rappelait Pierre à l'occasion de son congrès européen auquel il participe aujourd'hui, les pays les plus en avance sur le taux de pénétration des réseaux de chaleur dans la demande de chauffage sont les pays nordiques. Et les pays nordiques font aussi des réseaux de chaleur pour des villages avec des ensembles de maisons individuelles. Donc, il n'y a rien d'incompatible à ça. Voilà, donc tout ça va délivrer ces résultats sur une plateforme qui sera disponible en ligne et donc sur laquelle le potentiel des réseaux apparaîtra pour chaque département euh, français. Donc tout ça est en open data et disponible gratuitement pour tous ceux qui voudront savoir où aller initier une démarche, proposer un réseau de chaleur. Et on voit que finalement, les points sur la carte française sont assez répartis de manière globale, en fait. Et il y en a quasiment partout du potentiel. Les résultats, et donc pour les synthétiser, on a essayé de résumer ça à quelques grands indicateurs. Donc, le nombre de réseaux à créer par département et par an sont de l'ordre de 2. C'est donc finalement par an. C'est donc totalement atteignable de notre point de vue en s'y mettant tous. Les résultats en termes d'économie de CO2 éviteux sont importants puisque c'est l'équivalent de 5,5 millions de tonnes environ qui pourraient être évitées chaque année. Et enfin, les importations d'énergie fossile représenteraient pour l'année 2021 l'équivalent de 1 milliard d'euros et probablement plus si on faisait la projection et l'exercice sur les tarifs constatés actuellement. Donc, c'est une économie d'énergie importante, c'est du produit intérieur brut généré puisque finalement, ces réseaux ne se feront qu'avec des ressources locales, qu'avec des énergies non importées. Et donc là aussi, en termes de protection long terme du pouvoir d'achat, de maîtrise des coûts, de lutte contre la précarité, ça nous semble être un investissement extrêmement rentable, même s'il est conséquent, puisqu'on a chiffré ce plan à un investissement de départ entre 22 et 24 milliards d'euros sur 10 ans. Donc, ça permet aussi d'illustrer qu'il faut doter le fonds chaleur de moyens suffisants pour supporter ce plan. Il faut avoir la mesure de l'effort à fournir, mais ce sont aussi ces travaux, des chantiers locaux. Beaucoup d'installations de réseaux de chaleur va générer des travaux de VRD, de travaux publics, des travaux de canalisation, des travaux de l'eau électrique, plomberie, chauffagiste, mais aussi équipementiers qui produisent et fabriquent les générateurs qui vont nous permettre de produire cette chaleur. Donc, c'est beaucoup d'activités économiques locales. Donc, ça nous semble être
avoir du sens. Et au regard de grandes installations plutôt électriques, on se dit que finalement, ces enveloppes sont somme toute raisonnables pour des quantités d'énergie renouvelable supérieures aux quantités d'électricité bas carbone à laquelle on pourrait les comparer. Voilà pour ces indicateurs macro et pour la fin de cette intervention, pour repasser la parole à Pierre et répondre à vos questions dans le chat. Ah non, j'ai une conclusion, mais je vous laisserai peut-être la lire. Bon, bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Ce n'est pas que pour les grandes villes. Les petites collectivités territoriales sont moins dotées en ressources humaines, opérationnelles et financières que les grandes collectivités. Donc, l'État et les professionnels doivent aussi s'adapter à cette typologie de clients. Je rappelle toujours que le maire d'une ville de 3500 habitants, il est potentiellement médecin la semaine. Donc, une fois qu'il a soigné le Covid, il faut qu'il se mette à faire son réseau de chaleur le week-end. Ce n'est pas évident. Donc, il faut créer un mécanisme, un cadre réglementaire qui va pouvoir lui permettre d'avoir les moyens de créer un réseau de chaleur pour son village ou sa ville. Mais il n'empêche que c'est possible, ça existe et ça crée de l'activité économique, de la protection de pouvoir d'achat. C'est bon pour le climat, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour notre pays à très court et long terme. Voilà. Merci, on va pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Moi, j'avais juste une question, c'est sur quel site pourra-t-on regarder la plateforme interactive qui permet de voir le gisement potentiel des réseaux de chaleur, ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure? On le retrouvera sur le site de Viaseva de manière certaine, mais probablement aussi le site de l'Observatoire des réseaux de chaleur qui est géré aussi par la FEDEN et tous nos réseaux de partenaires, donc probablement Amorce et d'autres partenaires de notre filière. Incessamment sous peu, j'imagine. Incessamment sous peu, puisqu'on vous en parle et il est vrai qu'il va falloir vite la mettre en ligne. Donc à faire. Alors, y a-t-il des questions, des remarques, des observations? Chers confrères, chers consoeurs. Question de Laurence Madoui. En 2020, la chaleur livrée par les réseaux fonctionnant aux fossiles était moins chère que celle livrée par les réseaux plus vertueux. La tendance est-elle aujourd'hui inversée? Totalement retourné. Est-ce qu'on peut donner quelques estimations, quelques chiffres? En 2020, on avait un gaz qui était au plus bas, ce qui d'ailleurs générait des inquiétudes de notre part pour pouvoir bien tenir les objectifs de décarbonation. Donc, on a eu des prix jusqu'à 5 euros le mégawattheure de gaz quand il est monté jusqu'à 300 euros. Donc, on voit bien l'ampleur du choc entre 2020 et 2022. Évidemment, le contexte a énormément évolué. En 2020, on avait une demande mondiale de gaz au plus bas suite aux arrêts de certaines économies liées à la crise sanitaire. Mais c'est le grand écart. Donc évidemment, aujourd'hui, les réseaux de chaleur renouvelables ont amorti ces hausses de manière évidente et les réseaux fossiles sont beaucoup plus chers que les réseaux renouvelables aujourd'hui. Question de Loïc Chauveau. Loïc, tu veux la poser en direct ou tu veux que je te relaie? Là, tu m'entends? 5 sur 5. Oui, je demandais quelle était la place des réseaux de chaleur dans le Fit for 55. Et puis j'ai une autre question aussi, enfin c'est peut-être une précision. J'ai cru comprendre, donc en fait, on pouvait augmenter la surface, le nombre de clients des réseaux de chaleur grâce au bâtiment qui fait des économies. C'est-à-dire que, ce que j'ai cru comprendre, hein, mais c'est peut-être pas ça, le fait d'isoler un bâtiment qui est sur un réseau de chalets permet d'augmenter la capacité du réseau à aller vers d'autres bâtiments non alimentés, c'est ça? Tu vas les comprendre? Vous pouvez aussi comprendre, enfin vous avez raison, ça libère des capacités pour aller raccorder de nouveaux bâtiments. Non, ce que je voulais dire, c'est que malgré les économies individuelles, puisque la performance individuelle de chaque bâtiment est en progrès, on l'a beaucoup constaté sur les réseaux, malgré cette économie sur le parc existant, les livraisons totales sont en croissance. Voilà. Donc, on accorde de plus en plus, voilà. Même si individuellement, chaque bâtiment consomme de moins en moins.
je ne sais pas si l'unité de compte est la bonne, mais aujourd'hui, combien de citoyens français sont chauffés par les réseaux de chaleur? Et si l'on agglomérait tous les potentiels que vous avez identifiés, ça pourrait représenter combien dans l'idéal? Alors Pierre va contrôler mon propos, mais c'est de l'ordre de 3 millions de Français qui sont raccordés à des réseaux de chaleur. Et si je fais un rapide calcul, je vais vous dire en population ce que ça peut représenter. Je me trompe, Pierre, sur les 3 millions? Vous entendez peut-être pas. Je pense qu'on peut tripler, hein, passer à 8 ou 9 millions de Français. D'accord. Et la place des réseaux dans Fit for 55? Alors, la place des réseaux dans Fit for 55, là, je passe la parole à Bruxelles, puisque j'ai la chance d'avoir un interlocuteur direct de Bruxelles pour vous donner une réponse précise. Ah, la communication est coupée avec la Belgique. Est-ce que Guylain, tu as une information, le temps qu'on récupère Pierre, à donner sur l'aspect européen? Le Fit for 55 fixe un certain nombre Écoute, comme je. Si Guylain, on va vous. Ah. Le son n'est pas. Allô? Il doit y avoir une cyberattaque russe. Le temps peut-être qu'on récupère Pierre de Monlivaud, on va passer à une autre question de Mathieu Combe. Mathieu, veux-tu la poser en direct? Est-ce que vous m'entendez? Tu es revenu. Ouais, super. Bon, curieux, mais oui. Donc, j'ai pas entendu la première réponse qui était faite sur l'Europe. Ce que je voulais dire, c'est que on est un peu dans notre frustration habituelle, c'est-à-dire que dans les textes d'origine, la Commission européenne raisonne toujours électricité, gaz, pétrole. Et il faut approche du bâtiment individuel. Donc la solution collective des réseaux de chaleur, il faut toujours qu'on rappelle qu'on existe et qu'on a un beau potentiel de décarbonation. Donc c'est tout le boulot de nos associations européennes, mais qui est en train de porter ses fruits. Donc ça progresse bien et on est plutôt content de ce qu'on est en train de lire dans les compromis, dans le compromis du Conseil, qui va être discuté par les États européens la semaine prochaine. Voilà. Pour autant, il faut rester vigilant à chaque fois pour que cette contribution des réseaux de chaleur ne soit pas oubliée. Donc peut-être pour des documents plus précis, on peut renvoyer vers l'Association européenne des réseaux de chaleur et de froid, Euro Heat and Power, justement où se trouve Pierre, qui doit avoir publié sur son site quelques pages de synthèse sur les différents travaux Fit for 55. D'accord. Question de Mathieu Combe. Mathieu, tu l'as posée? Oui, bonjour. Merci. En fait, je voulais juste refaire un petit point pour valider les chiffres et être sûr que j'avais bien compris. Le potentiel, en fait, la livraison en 2020, c'était bien 25,4 TWh. Exact. L'objectif pour 2030, du coup, c'est 39,5. Non, ça c'est que la part ENR&R. Donc, que la part ENR&R. Donc ça, c'est sur les 25,4, c'est aussi sur la part ENR&R. Est-ce que vous pouvez préciser du coup un peu on va dire la part totale, la livraison totale, la part du coup des ENR&R dedans, et aussi la différence entre les deux potentiels évalués, j'ai pas très bien compris, entre les 153 TWh en 2020 et les 279. Du coup, je sais pas à quel horizon c'est.
C'est 2030. 2030. Alors, juste, je vas-y. te laisserai répondre sur les réseaux de chaleur, mais tout de suite sur les 153 et les 279, la différence, c'est que là, on est tout type de chaleur renouvelable. Donc, à la fois les usages collectifs, comme les réseaux de chaleur, la décarbonation de l'industrie, voilà, des sites industriels qui passent du gaz au bois, par exemple, et puis les usages individuels, à nouveau de bois, hein, le chauffage individuel au bois. Donc, on est vraiment tout mode de distribution confondu, quoi. De l'individuel au grand collectif dans cette approche générale et sur l'approche réseau. Donc, les 25,5 TWh de livraison, toute énergie confondue, doivent devenir 54,1 TWh. Et donc, dont 39,5 renouvelables, ce qui donne un taux moyen des réseaux de chaleur en 2030 qui devrait être de 73%. Donc, si vous me remettez le petit tableau du schéma directeur en régie, vous verrez que sur le tableau apparaissent ces deux données. Ce qui serait peut-être plus simple, c'est de mettre dans le chat votre présentation. On va le faire. Quelques éléments là, pardon, pour compléter la question sur l'Europe tout à l'heure. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que les réseaux ont une image très positive au niveau européen. Donc et ça, on le trouve à plusieurs niveaux, avec d'abord le fait qu'on ait une progressivité dans la définition de ce que c'est qu'un réseau efficace, et ça, on le trouve dans les éléments de la directive européenne. On a ensuite un renforcement des plafonds de soutien donc dans les aides d'État. Ça a été réaffirmé. Et puis, il y a une prise en compte dans la directive énergie renouvelable d'un objectif de décarbonation des bâtiments. Plus particulièrement par rapport au Fit for 55, c'est clairement à nouveau une réaffirmation que les réseaux de chaleur et de froid sont vus comme des vecteurs de décarbonation d'une manière massive, avec un corollaire, c'est un objectif de verdissement. Alors nous, on est assez tranquille, je vais le dire comme ça, mais c'est pas une raison non plus pour s'arrêter dans nos efforts. C'est que le Fit for 55 rehausse l'objectif de taux d'ENR avec un taux d'ENR de plus 2 qui doit augmenter de 2,1% par an d'ici 2030. Ce qui, d'une certaine manière, pour nous, pour la France, n'est pas très contraignant puisque l'objectif ne concerne que les pays qui n'ont pas encore atteint le taux d'ENR moyen supérieur ou égal à 60%. Bon, dans la mesure où les réseaux français sont supérieurs à 60%, on peut dire qu'on est un peu à l'abri de ça, ce qui nous laisse du coup beaucoup de champ pour travailler beaucoup plus sur la densification et le développement des réseaux de chaleur. Une question de Laurence Madouy. Laurence, veux-tu la poser? Bonjour. Oui, je voulais prolonger la question de Loïc en m'intéressant à la révision de la directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Est-ce que c'est aussi un vecteur de stimulation des réseaux de chaleur? Et savez-vous à quelle date cette révision doit aboutir? Alors typiquement sur cette directive, ça a bien évolué dans le bon sens, hein, puisque on a élargi le fait qu'il y ait des solutions individuelles, des exigences individuelles qui s'appliquent à chaque bâtiment, mais auxquelles on apporte des réponses spécifiques à ce bâtiment, au fait qu'on peut apporter une réponse collective via les réseaux de chaleur. Donc ça, c'est vraiment maintenant à bord. C'est une très bonne avancée. Il y a des objectifs ambitieux de décarbonation des bâtiments publics, notamment. C'est bien normal à l'échelle française comme à l'échelle européenne que les bâtiments publics soient exemplaires, montrent le chemin. Et donc, ça va permettre d'accélérer les choses. Alors après, sur le timing du paquet Fit for 55, le suspense est haletant. Il faut vraiment voir ce qui va se passer la semaine prochaine, où il doit y avoir un compromis côté Conseil, donc côté États membres, et la réaction du Parlement européen sur ce compromis pour voir à quelle vitesse le trilogue, la discussion trilatérale entre les États membres
la Commission et le Parlement pourra aller. Mais évidemment, il y a une très forte impulsion de la présidence française pour qu'elle puisse terminer sur un beau compromis la semaine prochaine. Donc, on espère tous qu'ils vont réussir cela. Une question de Lucie Pedrola. Oui, si vous m'entendez, si mon micro marche bien. Oui. Je crois que tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que, si j'ai bien compris, la France, dans sa consommation de chaleur renouvelable par rapport à la chaleur consommée totale, était à 5% issue des réseaux de chaleur renouvelable, tandis que la moyenne européenne était à 25%, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on a des explications sur cet important différentiel? Et après, j'avais une deuxième question parce que je me pose la question du rôle on va dire, des acteurs privés dans la montée du déploiement de ces réseaux. Est-ce que dans le financement, on est essentiellement sur du public, ou est-ce qu'on peut imaginer un petit peu comme pour l'électricité, il y a ces PPA, par exemple, sur l'éolien ou le solaire. Je ne sais pas du tout si c'est pertinent d'imaginer un rôle important du secteur privé, des industriels qui veulent vouloir se décarboner pour faire monter un petit peu la consommation issue des réseaux de chaleur renouvelables. Ouais. Je vais peut-être répondre sur la première question, déjà la question Europe. Alors il y a des raisons historiques et des spécificités politiques ou géographiques qui expliquent que donc d'autres pays soient en avance par rapport à nous. Donc à grands traits, les pays scandinaves ont une préoccupation environnementale bien plus tôt que nous. Ils ont mis en place des outils fiscaux, la fameuse taxe carbone, qu'on n'arrive toujours pas à mettre en place en France au niveau nécessaire, mais bref, ils ont mis en place une fiscalité carbone il y a des années pour un certain nombre d'entre eux. Donc ça favorisait ce développement-là avec une facilité géographique qui leur était propre et d'avoir beaucoup de forêts. Et donc la pratique de l'utilisation du bois et énergie bien établie. Si on va en Europe centrale, c'est une raison plus historique et politique. Le régime communiste avait une vision de la planification de l'urbanisme assez autoritaire. Et donc, quand il décidait de créer un réseau de chaleur, il ne se posait pas de questions, c'était forcément pour toute la ville. Donc, on n'était pas dans notre démarche projet où nous, on fait ça par consensus, il faut que tout le monde soit d'accord pour se raccorder. Là, il y a eu une politique beaucoup plus organisée, on va dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un très bel exemple qui est celui de l'Autriche. L'Autriche, je crois, aujourd'hui, a dépassé les 30% de chaleur fournie par les réseaux de chaleur. Et ils ont fait ça, ils ont beaucoup développé au cours de la décennie passée. Donc, je crois qu'ils sont passés de 15 à 30%. C'est pour dire que c'est tout à fait possible, même si on part de bas, comme c'est le cas de la France, c'est possible d'aller vite dans le développement des réseaux de chaleur. Donc ça nous rend résolument optimistes. Alors, sur la deuxième question, les acteurs privés, alors, le modèle prédominant, clairement, c'est la délégation de services publics parce que c'est un outil collectif. Donc, c'est l'impulsion politique de la collectivité qui cherche le moyen de décarboner de manière significative sa ville. Donc il n'y a pas 36 moyens aussi importants. Il faut évidemment décarboner les transports par les transports collectifs, mais côté consommation d'énergie, le réseau de chaleur est un super outil. Donc s'il y a un portage politique, c'est évidemment beaucoup plus facile pour convaincre d'abord les bâtiments publics, les logements sociaux, pour être sûr qu'on va avoir déjà suffisamment de gens qui spontanément vont se raccorder et que ça fasse boule de neige, que ça rende ça permette de bien amortir l'investissement et donc que ce soit intéressant, y compris pour des acteurs privés, de se raccorder. Donc c'est vraiment le schéma prédominant
et on s'attend à ce qu'il le reste, notamment dans les grandes villes. Après, il existe des réseaux privés, donc ils sont encore une fois pas très nombreux, mais où ils se créent à l'échelle d'une grande copropriété, par exemple. Une grande copropriété constituée de plusieurs immeubles qui se chauffaient au gaz et qui décident de passer au réseau de chaleur et sans attendre une démarche, une initiative de la ville. Après, dans tous les petits réseaux qui vont être à créer, hein, dont a parlé Guillaume, on pense que là aussi, il y aura des initiatives plutôt portées par le public, parce que ça va beaucoup partir de la mairie, des bâtiments communaux, voilà, dans le centre-bourg, on va dire. Pour illustrer un exemple de montage politique et contractuel, en Haute-Savoie, le syndicat départemental d'énergie, le SIAN, SYANE, a créé une filiale qui s'appelle SIAN Chaleur et qui justement se charge d'aller rencontrer donc ces petites collectivités, ces petits villages et organiser justement la conception de ces réseaux qu'elle confie au privé pour les construire correctement, donc faire les travaux, et qu'elle va financer généralement par de la dette qu'elle va être capable de lever. Et donc, ce SIAN va commercialiser la chaleur. Une des grandes différences par rapport à l'éolien ou le photovoltaïque, les ENR électriques, c'est qu'un réseau de chaleur, vous avez des clients. Ça paraît bête à dire, mais vous n'avez pas un seul réseau qui prend tout et sur lequel votre production est prioritaire. Donc, il faut aller démarcher les bâtiments et les raccorder. Et vous avez des concurrents. Les concurrents, ça va être les autres systèmes de chauffage plus ou moins vertueux. Donc, il y a quelques paramètres qui changent quand même. Et vous ajoutez à celle-là, à celle que je viens de citer, le fait que ce sont des compétences des collectivités territoriales. La chaleur, la distribution de chaleur, c'est une compétence du Code général des collectivités territoriales. Et donc là aussi, ça se différencie un petit peu de l'organisation des ENR électriques. Une autre question de Loïc Chauveau, en direct de Rochefort. Exactement. Oui, je me demandais s'il n'y avait pas un problème, un conflit en matière de disponibilité de bois énergie, notamment avec les objectifs de protection de la biodiversité. Ça, c'était ma première question. Macron a parlé de 30% du territoire en pleine naturalité. Et puis ma deuxième question, c'est donc de savoir s'il y a une part de biogaz envisagée dans l'accroissement des parts des ENR, des réseaux. Guilain, tu veux répondre? On a Pierre qui est agronome, donc qui va bien répondre sur forestier. La ressource, je pense. Agronome, mais surtout forestier, là, en l'occurrence. Et j'ai géré les approvisionnements en biomasse de Dalkir il y a quelques années, donc je connais bien le sujet. Sur la biomasse, en fait, il y a des débats idéologiques, d'ailleurs plutôt à Bruxelles, effectivement, avec des ONG qui sont très pour une forêt, je dirais, relique, dans laquelle on n'intervient quasiment plus. C'est évidemment des choses qui se justifient dans certaines parties du territoire, par exemple dans les zones centrales des parcs nationaux en France. Mais pour autant, l'essentiel de la forêt française, c'est une forêt de production avec même un potentiel supplémentaire de production. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le climat. Après, je vais revenir sur la biodiversité, mais c'est une bonne nouvelle pour le climat parce qu'une forêt de production, c'est pour faire quoi? C'est pour faire du stockage de carbone. Parce que quand les troncs, on les utilise évidemment pas pour faire du bois énergie. Il y a une valorisation économique bien plus intéressante qui est faire notamment de la construction. Donc, une forêt entretenue qui permet de produire des beaux arbres avec des beaux troncs, c'est ça qui permet de faire du stockage de carbone dans la construction. Et le bois énergie, là-dessus, c'est un supplément de revenus pour le propriétaire forestier quand il fait tous ses efforts pour aboutir
aboutir aux grands arbres. Vous savez que ça prend des décennies d'aboutir à des grands arbres mûrs. Et en attendant donc, de vendre vos gros arbres, vous dépensez de l'argent pour faire ce qu'on appelle des éclaircies. On va sélectionner justement les arbres les plus intéressants d'un point de vue sylvicole qu'on veut faire grossir. Donc, à ce moment-là, quelque part, il y avait une espèce de sous-produit de ces travaux d'éclaircie dont on ne savait pas trop quoi faire. Or, c'est cette ressource-là qu'on peut utiliser pour le bois énergie. Donc, des troncs de toute petite taille, des branches, voilà nos ressources. Et donc, pour ce qui concerne la préservation de la biodiversité, c'est la problématique générale de l'exploitation forestière. Et cela est déjà couvert par la directive énergie renouvelable en vigueur, celle qu'on appelle RED 2. Là, on est en train de discuter de RED 3, comme Renewable Energy Directive. Mais il y a déjà RED 2 qui est en vigueur et qui prévoit des schémas de certification des bonnes pratiques de gestion forestière lorsqu'on produit du bois énergie. Donc, qui intègre bien évidemment cet enjeu de biodiversité, de préservation des sols, de manière à concilier les deux enjeux, climat et biodiversité. Mais donc, pour rebondir sur la question de Loïc Chauveau, à supposer que vous atteigniez les objectifs que vous souhaitez fixer au réseau de chaleur alimenté en énergie renouvelable, il n'y a pas de problème d'alimentation a priori avec les déchets d'éclaircie produits par le secteur forestier français. Il y a largement de quoi faire. Oui, parce que, mais ça c'est important effectivement de bien le partager avec vous. Oui, parce que dire que réseau de chaleur vertueux égale biomasse, c'est un raccourci monstrueux. Je le dis parce que c'est celui qu'a fait la ministre Pompili quand elle a annoncé l'augmentation du fonds chaleur dans le cadre du plan de résilience. Bon, forcément, quand on est ministre, on synthétise, mais nous, notre vision, et c'est plus qu'une vision, notre estimation des potentiels, a montré qu'on avait de la biomasse, on avait de la géothermie, on avait de la chaleur fatale des industriels à aller chercher. D'ailleurs, on a des propositions très concrètes pour déclencher ce potentiel. Et on avait la valorisation des déchets. Donc l'idée, je vais le dire comme ça, en bon agronome, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et à chaque fois, on est sur des infrastructures locales, territoriales, de ne pas partir avec un schéma préconçu sur la chaleur qu'on va utiliser, mais regarder sur le territoire quelle est celle qui est la plus pertinente. Vous êtes à Dunkerque, vous allez utiliser la chaleur fatale d'Arcelor. Vous êtes à Charleville-Mézières, vous allez faire la même chose avec une usine de Stellantis. Vous êtes à Limoges, vous faites du bois. Voilà. Et Loïc, vous demandez également s'il y avait des potentiels en termes de valorisation du biogaz ou du biométhane. Alors, pour finir sur le bois, il y a aussi un autre facteur sur le bois, c'est que toute la filière chaleur renouvelable milite pour la transformation des foyers ouverts qui ont des faibles rendements vers des foyers fermés qui ont de bien meilleurs rendements. Donc, il y a quand même aujourd'hui un gisement de consommation qui, avec la même quantité de bois énergie, peut chauffer beaucoup plus de mètres carrés dès lors qu'on met on passe à des systèmes performants. Et ça, c'est très valable dans l'individuel. Voilà. Juste le foyer ouvert, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le terme, c'est la cheminée. C'est la cheminée dans votre maison. Voilà, qui, comme le dit Guillaume, qui a un rendement. Alors c'est peut-être très joli à regarder, mais d'un point de vue énergétique, c'est complètement nul. Et d'un point de vue environnemental, c'est pas terrible non plus, parce que comme la combustion est incomplète, on perd beaucoup de l'énergie contenue dans le bois. Et en plus, les rejets dans l'air sont un peu polluants. Donc, remplacer ça par des installations plus efficaces, c'est un enjeu, mais qui est déjà bien pris en compte par les pouvoirs publics. C'est là où on combat quelques amalgames sur le bois énergie, justement, entre ces foyers ouverts qui peuvent générer quelques mauvais rejets atmosphériques et les chaufferies industrielles dont on parle dans les réseaux de chaleur qui, elles, sont extrêmement contrôlées en termes de mesures, contrôle permanent des rejets atmosphériques, autorisation préfectorale d'exploiter, potentiel arrêt d'exploiter temporaire lors d'une dégradation temporaire de la qualité de l'air pour des raisons
météorologique, voilà, est souvent lié au transport routier. Donc voilà, enfin, ce sont des outils de flexibilité, ces grandes installations de chaufferie bois, qu'il ne faut pas comparer avec voilà, un usage pas toujours performant de la cheminée individuelle. Alors, le biogaz, on n'a pas répondu. Alors, le biogaz, il est pas forcément fléché pour être brûlé dans les réseaux de chaleur. Je crois qu'il est quand même plutôt fléché pour être injecté sur le réseau de gaz et verdir le réseau de gaz, ou sur le transport, ou sur de l'électricité renouvelable non intermittente. Mais je vais laisser quand même Pierre compléter mon propos pour être précis. Bah, il faut juste rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, Guillaume, c'est que on a besoin sur un réseau de chaleur de fournir de la chaleur, je dirais, à un niveau moyen, qui est le niveau moyen de la demande. Mais comme tout système énergétique, il y a un moment où on a des pics de demande, notamment en période d'hiver froid ou au moment de la journée où tout le monde allume son chauffage, remonte son chauffage en même temps. Et ça, avec que ce soit de la géothermie ou du bois, on ne sait pas très bien faire le yo-yo. On ne sait pas augmenter brutalement la puissance d'une chaufferie bois, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour répondre à cette demande de pointe qu'on utilise du gaz. C'est pour ça que là, immédiatement, d'ailleurs, on n'a pas un objectif de faire des réseaux de chaleur à 100%. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. On sait atteindre assez facilement 80%. Mais pour les 20% restants, on n'a pas encore trouvé la pierre philosophale pour faire sans gaz. À l'instant T, d'ici 2050, on n'a pas trop d'inquiétude parce qu'avec notamment des dispositifs de stockage, on pense qu'on y arrivera. Mais donc, pour autant, le fait qu'il y ait une politique de verdissement du gaz résiduel qu'on va consommer en France, ça nous va très bien, puisque ça permettra qu'une partie significative de ce gaz qu'on continuera à utiliser dans les réseaux de chaleur dans les prochaines années, soit de plus en plus renouvelable. Vous avez dû noter que dans Repower EU, donc le plan de résilience à l'échelle européenne, on va avoir encore un renforcement des soutiens au biogaz. Pour finir sur le biogaz, quand le biogaz produit de l'électricité par cogénération, la chaleur issue du moteur de cogénération, donc la chaleur fatale issue du processus de production de l'électricité, peut être récupérée pour alimenter un industriel voisin ou un réseau de chaleur, puisque ces méthanisations sont quand même rarement en milieu urbain, mais il existe des exemples je pense à Château-Gontier en Mayenne, où le moteur de cogénération qui fabrique de l'électricité toute l'année grâce à du biogaz, la chaleur est récupérée pour alimenter une laiterie voisine. Voilà. Une autre question de Laurence Madoui. Oui, rebonjour. Il a été dit que le coût de la tonne de CO2 évitée grâce au réseau de chaleur était particulièrement faible. Je voulais savoir exactement à quel niveau il se situait, en indiquant bien si on inclut ou pas les aides publiques. Et ça m'évitera comme ça d'aller farfouiller dans les documents de la Cour des comptes. Merci. Oui, on est là pour ça, effectivement. Alors, le chiffre exact, je ne l'ai plus en tête, mais c'est de l'ordre d'une trentaine d'euros. Et ça, c'est bien justement les aides publiques. C'est-à-dire que vous regardez non pas tout l'investissement privé pour créer le réseau de chaleur, mais les aides publiques qui ont été nécessaires pour que ce projet soit rentable. Donc, grosso modo, voilà, c'est les subventions de l'ADEME divisées par le nombre de tonnes de CO2 qu'on réussit à économiser parce qu'on remplace du gaz par du renouvelable. Voilà, donc c'est vraiment l'argent public ramené aux tonnes de CO2 qu'on économise. Ça vous convient? Oui, merci beaucoup. Je viens de vous mettre le rapport, là, le lien vers le rapport. Le rapport de 2018, c'est ça? De 2018, voilà, qui dit bien qu'au regard du coût à la tonne de CO2 évité,
une comparaison des filières en termes de performance énergétique et d'efficacité environnementale devrait conduire à réinterroger l'équilibre du soutien public en faveur des énergies renouvelables thermiques. Voilà, c'est bien la comparaison entre le photovoltaïque sur toit, le photovoltaïque au sol, l'éolien et le reste, notamment le bois énergie, la récupération de chaleur sur la valorisation énergétique des déchets, tout ça à travers les réseaux qui est comparé. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Alors, il en restait une à laquelle on n'avait pas répondu ou partiellement répondu tout à l'heure. C'est dans le rapport, je vais le mettre en ligne aussi, c'est dans le rapport sur les données 2020 de l'enquête sur les réseaux de chaleur. Donc, c'est les données 2020 qui est paru en 2021. Et donc, c'est 2,37 millions de logements raccordés en équivalent logement. En fait, c'est 41 000 bâtiments raccordés. Si on le convertit, donc là aussi, ça a doublé, presque doublé en 10 ans. Si on le convertit en équivalent logement, on arrive à 2,37 millions. Si on le convertit en nombre d'habitants, ça fait un peu plus de 5 millions. Voilà, bon, après, dans les équivalents logements, on convertit des mètres carrés tertiaires ou de. Tertiaire, voilà. Donc, bon, je pense que sur la part résidentielle, en fait, ça dépend si on compte les gens chez eux ou les gens chez eux et au travail ou à l'école ou à l'hôpital. Voilà. Sachant qu'on peut cumuler. Ça arrive. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Valérie, je veux bien poser une question. J'aimerais savoir si vous avez identifié un potentiel de développement à court terme lié au classement des réseaux à partir des prochaines semaines. Qu'est-ce qui pourrait très rapidement être enclenché? Pierre, je crois que tu as la stat que c'est 3000 bâtiments immédiats. Alors, c'est pas le classement des réseaux à proprement parler, mais ce qui va se faire à court terme, c'est ce coup de pouce au raccordement. Au raccordement des réseaux. Ça, on peut le faire tout de suite parce que dès qu'on sait le niveau de l'aide, on peut déclencher. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à faire nos entreprises ont déjà commencé à faire des devis intégrant la future aide, puisqu'on connaît le projet de texte. Et donc ça, c'est effectivement 3000 bâtiments et de mémoire, c'est de l'ordre de 2 TWh de gaz. 2 TWh de gaz qui seraient ainsi économisés à comparer à alors la consommation de gaz russe, c'est 17% de notre conso, donc c'est 50 à comparer à 85. Donc aujourd'hui, cette année, on consommait 85 TWh de gaz russe. Et cette simple mesure de raccordement quasiment immédiat des bâtiments qui sont tout près du tuyau, ça permettrait tout de suite d'en économiser 2. Donc, c'est à la fois faible, mais significatif quand même. Donc, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le montant de cette aide est d'environ combien? En tout cas, tel que prévu par le texte. En fait, ça dépend si vous voulez, le coût du raccordement, il dépend de la taille du bâtiment. Donc, ça va aller de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros quand on va dans des plus grands bâtiments. Mais l'important, c'est ce à quoi ça aboutit en reste à charge. Et le reste à charge, il va être de l'ordre de 200 euros, pas par bâtiment, mais par logement. Donc, vous raccordez votre copropriété, ça ne vous coûte, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, ça ne vous coûtera que 200 euros par logement. Donc, vu les prix du gaz actuel, ça va être vite rentabilisé. Donc, c'est bien 3000 bâtiments équipés de chaufferies collectives aujourd'hui alimentés par des énergies fossiles qui sont à proximité immédiate des réseaux et donc qui pourraient se brancher avant l'hiver prochain. Et grâce à ce coup de chauffage. Ce qu'on peut dire, pour compléter, c'est qu'il y a les chaufferies collectives, mais qu'une grande partie des consommations de gaz et donc de cette dépendance au gaz russe
dans les logements qui pourraient être raccordés à des réseaux de chaleur, elle se fait dans des bâtiments, des copropriétés, notamment, qui sont avec des logements, avec des chaudières individuelles par appartement. Un des grands défis, alors qu'on ne peut pas relever d'ici l'hiver prochain, bien évidemment, mais qui doit être envisagé pour les prochaines années, c'est dans les bâtiments existants, c'est comment est-ce qu'on substitue une chaleur renouvelable à ces chaudières individuelles au gaz, sans attendre le verdissement du gaz des réseaux, en fait. Donc, c'est l'adaptation des bâtiments. Et puis, c'est les décisions de copropriété. Enfin, mais c'est vraiment ce chantier qui est devant nous, hein. Une dernière question pour la route? Non, visiblement, on fera la route sans dernière question. Mais je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Nous avons d'autres rendez-vous la semaine prochaine avec Yann Verling et avec le climatologue Hervé Letreux. Valérie, si je peux me permettre, avant que le chat ne soit refermé, vous avez les liens vers la présentation, mais aussi des liens vers des petits films que Viaseva a fait tourner il y a 18 mois sur justement la preuve par l'exemple avec la rencontre d'élus. Et là, vous y trouverez des collectivités de toute taille, de Montpellier jusqu'à Tramail, où vous verrez voilà, différentes énergies renouvelables, différentes tailles de réseaux. Pour illustrer notre propos, toutes les villes ont le droit à leur réseau de chaleur renouvelable. Excellent mot de la fin. Voilà. N'hésitez pas à aller passer à vos participants avant de perdre le chat. Absolument. Merci à vous tous et à très bientôt Merci dans à vous. de nouvelles aventures collectives. Merci à vous de vos questions. Merci de votre écoute. Au revoir.